Dans le Congo, on vous a déjà fait entrer une culture du mensonge. Tout est mensonger. L'histoire du Katanga, bongo. Politique du Katanga, bongo. Ba autorité, pas bongo. Ma plan est bongo. Manipulation, bongo, bongo, bongo na rombai. Ukita la mshaba Katange, on j'en a pas moubaï. Bale beko na baïba Katange, bekale paka pale. Joba chairman, Joba Shina Rambo, Joba chefu, Joba Igwe, Joba autorité morale. Qui vous a dit ça? Personne n'est indispensable, ni même du côté du Katanga, ni même du côté du Grand Congo. Bongo. Akuna muntu asema ye kama na kufwa, kama na hapo Katanga nanguka. Bongo. D'ailleurs, ils sont là, mais le Katanga est toujours malade. Les Katangais sont pauvres. Et c'est le système qu'ils ont mis là-bas qui continue à appauvrir le Katanga et le reste du Congo. Alors vous les aimez pourquoi? La puissance magique. Jamais de la vie. Donc, chers frères et sœurs katangais, il y a eu le gouvernement de qui? De Jacques Kiaboula qui est sorti. Oh, aigle d'écologie, tu n'as pas dit. Angaria, Banatouba Katanga. Ah, où c'est mes aigles? On dirait que c'est mes aigles. Ça, ni c'est fini. Quelque part, je suis mécontent et content à la fois. Mais content de voir que beaucoup d'histoires qui se passent au Congo, ce sont des histoires négatives. Sur le plan politique, économique, social. Les Congolais investissent dans le mal. Les Congolais se sentent à l'aise pour aller faire du mal à un autre Congolais. Ça exode de Toka Kukaseka au Katanga. Nirombaya. Il y a une définition en Guinée. Ce n'est pas seulement la mauvaise foi devant le Katangais, c'est même la mauvaise foi devant les Kassaïens. Les autorités du Kasaï ni baro mubaya devant bato toyabo ba Kassaïens. Dieu Mouyenge, pouvoir itamitoka, d'ici peu mutacha pouvoir. De gré ou de force, ba Congolais batamichoka batamifukusa kama nataka kujamba. Pas vile afukusa kabia. Ou bien mutashuka munenda. Alors, qu'est-ce que les enfants du Kassai vont commencer à vous dire? Vous étiez à la présidence, scandale, vol sur vol. 1000 conseillers. On n'a jamais vu un président avec 1000 conseillers. Tous ces 1000 conseillers ont volé des millions. Imaginez, ces 1000 conseillers-là pouvaient construire 1000 villas au Kassai. Les 1000 conseillers kassaïens qui depuis le commencement ont commencé à la présidence là-bas. S'ils pouvaient voler, oui, on allait regretter. Mais s'ils pouvaient aller investir l'argent du vol au Kasaï, dans moins de 6 mois, 1 an, on allait voir 1000 villas au Kasaï. Au Katanga, il n'y a même pas 1000 villas. Ça allait être un développement rapide. Papa, là où les boss construisent, automatiquement, les belles routes doivent suivre. Les boss ne doivent pas boire l'eau de la rivière, du ruisseau. Automatiquement, ils doivent tout faire pour alimenter la chute des Katende et tout ça, barrage, tout ça, afin de tirer l'eau potable. Deuxième développement. Les boss ne tolèrent jamais de rester dans l'obscurité avec les catoritori, bougies ou bien lampes tempête. Ils feront tout pour montrer qu'ils sont maintenant à la manette. Ils vont créer l'électricité. Eau potable plus électricité. Quand vous avez l'eau potable, l'électricité, quelque part, ce sont même les deux éléments de la fondation d'une civilisation. La différence entre les villageois, les retardés, c'est le manque d'eau potable et d'électricité. Quand vous avez l'eau propre, moins de maladies, pas de maladies. Vous avez l'électricité, vous allez bien voir, et électricité égale puissance pour faire tourner les moteurs. Donc, le développement, la civilisation entre là-bas. Avec l'électricité, vous allez donner beaucoup de boulot à vos enfants qui sont en train de trimballer leur cul partout au Katanga, à ne rien foutre. Ils sont devenus des éléments nuisibles, des voleurs, des prostituées, qui font des bruits sans rien produire.
Et vous n'avez même pas créé du boulot même du côté de Katanga. Alors pourquoi avez-vous vidé le Kasaï? Pour rien. Pour aller faire souffrir les enfants d'autrui. Donc vous avez aidé à multiplier la promiscuité, le banditisme, le charlatanisme, l'insalubrité. Donc, comment est-ce qu'on peut appeler? Quoi encore? Les Kindumba. Partout. Regardez ce que vous avez raté de faire du Kasaï et au Kasaï. Il n'y a pas d'excuse. Nous n'allons pas nous excuser pour ce que nous avons dit et nous n'allons pas vous excuser. Quand le jour viendra, vous allez passer devant le tribunal, vous les autorités kassaïennes, au pouvoir, vous devez nous montrer les millions que vous volez, que vous avez volé. Ça sera dans le passé. Hein. Vous avez fait quoi avec cet argent du Congo, qui n'est pas l'argent de vos pères, de vos mères, qui n'est pas l'argent privé. Vous devez nous donner le rapport clair et net de cet argent qui devait construire le Kasaï. Il n'y a pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de route, rien, rien, rien. Et vous allez même nous donner dans un tribunal quel était votre motif de créer l'exode du Kasaï vers le Katanga pour créer le trouble, pour qu'il y ait clash, pour que le peuple commence à se battre par pauvreté. Quand vous amenez trop de gens à un petit endroit, vous créez l'insécurité, la pauvreté, le désordre, manipulation, la haine. Au lieu de créer du boulot dans des forêts, de commencer à construire des villes nouvelles, vous ne construisez rien. Vous faites quitter vos enfants là-bas dans vos stratégies politiques d'occupation du peuple katangais, vous les amenez au Katanga. Le résultat, c'est quoi? C'est la haine des gens qui n'ont pas du boulot. Tout le monde veut manger un gros morceau, mais il n'y a pas à manger. Ça crée la haine. Vous allez nous donner votre rapport. Le Congo a une mauvaise tradition de non-jugement. Les biens mal acquis, les assassinats politiques, on n'a jamais jugé personne dans ce pays-là. Comprenez pourquoi vous tous vous venez promenade de santé. Parce que depuis 1960, on pouvait le faire en 1990. Quand le vent de la démocratie a soufflé, quand on a mis Mobutu de côté, après la chute de l'URSS, la conférence nationale souveraine à décision exécutoire était ouverte au Congo. Mais Mobutu a malmené cette conférence. C'est durant cette conférence, là où on devait mettre deux plus grands sujets sur la table. Les assassinats politiques depuis la mort de Lumumba, l'accession du Congo à l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui. Vous devez nous dire des vérités. Qui a tué qui? Qui a fait disparaître qui? Il y a d'autres personnes qui n'ont jamais été enterrées. Où sont-ils? Vous les avez jetés sur l'eau, dans l'eau, où? Le dossier a troublé Mobutu. Assassinat politique. Après assassinat politique, les biens mal acquis. Vous allez nous donner la source de vos avoirs, vous tous. Vous étiez pauvres, venus de parents villageois, sans rien faire. Vous n'avez pas d'histoire. Oh, j'ai commencé comme ça, j'ai acheté 10 bouteilles de vin, quand je vendais, je faisais ça, tout ça. Je suis allé à la banque, j'ai demandé 500 $, j'ai acheté du vin, j'ai remboursé, j'ai amené le vin, je ne sais pas, quelque part là-bas, les gens achetaient 2 fois la valeur, quand je revenais, vous n'avez pas d'explication. Vous êtes devenus richement riches, vous tous, diablement riches, sans explication. Moi j'ai toujours dit, à part la famille Tshombe, au Congo, le père de Moïse Tshombe, qui était Joseph Kapende Tshombe, le seul millionnaire, milliardaire congolais, je ne sais pas si vous le savez. On n'en parle pas. Le Congo, là,
a un seul premier millionnaire, milliardaire. C'est Joseph Kapende Tshombe. C'est cet homme-là qui s'est marié et qui a mis au monde Moïse Kapende Tshombe. C'est le papa de Moïse Tshombe, qui était le premier millionnaire, même milliardaire congolais. Il ne volait pas dans les mines comme les Katumbi, les Kabila et consorts. Et vous tous, dans votre politique de carré minier, de redevance minière, yabangi, fait chef coutumier, moulenda kuiba, aux sociétés minières MCK, Aripa et Kataban. Ce papa-là cultivait le maïs, le manioc, l'élevage. Il élevait les cochons, les moutons, les vaches, les chèvres, beaucoup d'histoires. Et comme il faisait ces affaires-là, c'est les Karunda. C'est près de la rivière Lulua. Les Karunda appellent Roro. Roro. Au Kasaï, là-bas, on appelle Lulua. Les Karunda peuvent traverser le Lulua, ils sont au Kasaï. La plupart des gens qui achetaient les marchandises de ce Joseph Kapende, c'était les gens du Kasaï. Ces camions allaient en file indienne au Kasaï vendre du manioc qui était prisé par les Kasaïens. Et c'est de là qu'est venu son nom de Tshomba. Tshomba Tchakabiola. Tshomba Tshombe. Quand on voyait le Kapende, Joseph, le père de Moïse, on l'a surnommé même Joseph Tshombe. Tshombe. Ça donnait Tshombe. Joseph Mohoko. C'était le grand fournisseur à Miyoko au Kasaï. Regardez, il est devenu millionnaire. La famille Tshombe jetait l'argent comme ça. Ben tout pas franga, ma campagne là Tshombe on a fait une campagne. Tshombe n'a tout pas franga. Ça mayani on a tout pas. Angara mu bilan ba Tshombe, abaku dévaliser kata mine moya ya Katanga, abaku ibaka ma mine sa bakabila, bakatumbi, ma société à mafia, ba chef coutumier mon abengisa mbiti mwa bia boelewele. Non, l'agriculture seulement. Et le même sol existe jusqu'aujourd'hui. Le même sol qu'utilisait le papa de Moïse Tshombe est toujours là. Pourquoi moi Morime? Il y a moyen d'être millionnaire, non pas seulement en volant les minéraux du Katanga, en nous créant des sociétés bidons, en ne payant pas les Congolais. Non, il y a moyen de faire autre chose. Les mines du Katanga existaient en ce temps-là. C'était l'union minière du Katanga, gérée par les Belges. Mais le papa de Tshombe est devenu millionnaire. Il engageait même les Belges. Les comptables de ce papa-là étaient des Belges. Il était dans beaucoup d'activités, des fermés, tout ça. La plupart d'histoires au Katanga là-bas appartenaient à la famille Tshombe. Surtout si vous quittez Lubumbashi, vous allez à Kimbembe, le camp militaire de Kimbembe, près de l'université de Lubumbashi, pleine Tshombe. Vous allez partout là-bas. C'était le domaine au pluriel de la famille Tshombe. On a arraché ça par Mobutu et beaucoup de vos politiciens, quand l'indépendance du Katanga a raté, qui n'était pas indépendance, qui était la sécession katangaise, avec la traîtrise de beaucoup de Katangais, on vous a toujours dit ça, il y a eu la chasse à l'homme. Le régime de Mobutu est venu faire la chasse à l'homme. C'est quand on a confisqué beaucoup d'histoires de la famille Tshombe par Mobutu. Mobutu a distribué beaucoup d'histoires de la famille Tshombe à d'autres Katangais, Bangifi. Et ils ont tout fait pour effacer l'histoire de la famille Tshombe. Tshombe Mamtayak. Hein? Ils étaient célèbres et ça créait la jalousie de beaucoup de Katangais. Comprenez pourquoi il fallait tout faire pour effacer la mémoire de la famille Tshombe. Famille célèbre. D'une bonne manière. Ils ont des preuves. Ce papa-là prenait l'argent à la banque. À la Congo, là, il cultive, il récolte, il vend, il remet ce qu'il doit à la banque avec intérêt. Il devient tellement riche, il faut moderniser ses affaires. Il engage même les Belges comme comptables.
Il y a beaucoup de choses qu'il veut faire. Les Belges savent ça, nous allons t'apporter ces histoires de la Belgique. Les Belges allaient commander beaucoup d'histoires en Belgique, van aller établir la famille Tchombe. Ma Tchouma, ya kuma ferme, système ya mamajiba, ya nini banamleto le bab. Arenda l'université kan. Joseph Kapend, alias Tchombe, surnommé par les Kassaïens Tchombe, Monsieur Mohoko, était-il allé à quelle université? À quelle université? Angara moi ma diplôme, ma licence ya bangifi. L'histoire vraie de Katanga, tu remember tout qu'on a eu Mumkon. Et c'est par jalousie qu'il a fallu qu'on efface la famille Tchombe. C'est la première famille illustre du Katanga. Ba Tchombe, on a fait le banabazimisha. Na Edia Bagatangé ba jaloux. On a toka le voir un grand chef. On a fait moi on voir là na kona murwana franga ba maskini moi. Esa muna vivre mtu makamalondo makalumbe ni mule le Tchombe balwana manyumba mama munene. Les Tchombe avaient des villas, des grandes maisons à Kolwezi, Lubumbashi, famille Tchombe. Ima impala. Mametoka munene ya noir ya américain, ben on a commandé vina shuka ya famille Tchombe. Ça crée la jalousie de beaucoup de Katangais d'abord. Il a fallu qu'on efface Tchombe de la scène politique d'une manière malhonnête. Mais il y a une vérité. On reviendra à restaurer la vraie histoire du Katanga. Donc, mes chers frères et sœurs du Congo, partout, je parlais de l'occupation du Katanga. Et regardez les Jacques Kiaboula. Abanana Haya, comment tu peux être là, Katanga gouverneur? Tu laisses ton Katanga ancestral dans un système de mafia injuste aux Kassaïens. Vous comptez voir quoi, Kiaboula? Et puis demain, vous allez vous dire que les Kassaïens nous dominent. Les Kassaïens sont des voleurs. C'est vous-même. Les Kassaïens ont quoi de spécial pour venir vous dire Moutouaché et ministère, Moutouaché Bongo? C'est vous qui manipulez les jeunes Katangais. Comprenez pourquoi mieux de Kolosi? Mais si n'a pour l'autorité Katangais, ça me convaincra. Je les ai étudiées toutes. Nibangifi. Mon combat contre le Katanga aujourd'hui, c'est quoi? On veut me convaincre par vos autorités qui vous payent dans des groupes. Moi, je suis Chambula, comme Chambula Princesse Chantal. Parce que nous sommes venus avec la vraie vérité. Le mal du Katanga est au Katanga. Un Kassaïen ne peut jamais quitter le Kasaï, venir au Katanga, s'imposer, demander des ministères, demander la présidence de la province du Haut-Katanga, du Lualaba, Kamaninini, Monamupa. Bongo. Si vous êtes dans l'unité, vous tous, les chefs coutumiers du Grand Katanga, les gouverneurs d'origine katangaise du Grand Katanga, ba mère ma ville yote, moi bote mon sang tunakatala, mon atoka mon assez ma déclaration. Les Kassaïens ne vont pas prendre ça. Ils auront peur. Mais c'est vous les premiers à donner la nourriture de vos enfants aux Kassaïens. Les Katangais eux-mêmes sont en train de donner la nourriture de leurs enfants Katangais aux Kassaïens qui ont leur terre. Les Kassaïens ont leur juridiction. C'est ça la civilisation. John Kizungu. Mouna vivre ça va nyama mupori nini. Non. Chacun a sa juridiction naturelle, originelle. Ya bankambo abatusha keko. Botorte Katanga bushenji bunamipita. Banamibeba pouvoir. Kupenda wa kuri ensupu ubakie gouverneur. Ubakie kama ni fulani unauzisha Katanga. Alors, quand on a besoin de Katanga, on a besoin. Tout ça, c'est quoi? Les accords. Ce sont les accords dans la politique du Congo en général, et puis spécialement du côté du Katanga, qui ont vendu le Katanga. Les accords. Moi, je ne mâche pas le mot, et je vous l'ai toujours dit.
aimez, détestez-moi. Les politiciens katangais sont la race de politiciens les pires. Babaya Baromo Baya. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui accepte de vendre ses terres ancestrales, de vendre le pouvoir pour ses bénéfices à lui et à sa famille. Jamais de la vie. Ce n'est qu'au Katanga on voit l'imbécilité. On voit les chefs coutumiers silencieux, les gouverneurs du Katanga silencieux, les soi-disant notables katangais. Quand vous les regardez dans leur groupe soi-disant ethnique là-bas, socio-culturel, en train de manipuler les jeunes, Amutoka qui en a ma sujet à Kusema. Katangais. Une terre si riche, vous n'avez usé ça facilement. Hein? Vous acceptez que les Katangais, vos enfants, deviennent esclaves d'un autre peuple congolais. Ce sont les terres des Katangais. De la même manière que les Kassaïens ont droit, un droit légitime, un droit originel de gérer les terres de leurs ancêtres, ce même droit aussi doit être appliqué devant les Katangais. Ni boulongo bankamboya bo. À moins que tu bengini baba gérer, jouer au courrier, ou quoi gouverneur, ou Bubumbafu, non. Moi, je vous ai découvert. Ceux qui ont vendu le Katanga, c'est le kabylisme. Ils ont pillé partout au Congo et la part des lions, c'est au Katanga. C'est ce qui a fait qu'ils ont même bouleversé le système politique du Congo. Ils sont devenus milliardaires, la majorité d'entre eux. Ils ont signé des contrats avec beaucoup de sociétés multinationales. Alors, ils ont causé des crimes économiques, bon, crimes financiers, crimes de sang. Ils ont tué des gens et des crimes politiques. Ils ont violé beaucoup de lois en politique. C'est ce qui a fait que les kabylistes ont eu peur de quitter le pouvoir en 2016. Ils sont arrivés en 2018. Ils ont kidnappé la République pour nous mettre le régime que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas un régime voté par le peuple congolais. C'est un régime décidé à Kigali et à Kampala. J'ai fait mes vidéos. Je vous ai montré même les journaux de l'Ouganda. Quand Kabila a fini d'investir Tshisekedi dans la ferme de Kingakati, un journal ougandais a parlé de ça. Je suis venu, j'ai fait une émission, j'ai lu même les paroles du journal ougandais. Même le Rwanda, on en parlait déjà là-bas. Les résultats étaient clairs. C'est Fayoulou qui avait gagné. Mais comme il y avait à manger et à boire, avec la complicité des Katangais, entre guillemets, qui vous manipulent, mais c'est eux les grands voleurs, ils ont accepté de travailler avec les forces extérieures. Et l'Amérique est entrée dans le jeu par le biais de son secrétaire d'État, Michael Pompeo, qui, connaissant les vrais résultats, a appelé Martin Fayoulou la nuit à l'ambassade des États-Unis pour lui donner des conditions. Et Kabila aussi a joué le jeu avec la MONUSCO et l'ambassade des États-Unis, Joseph Kabila. Ils ont su les résultats. Tout le monde a vu les résultats. C'est Fayoulou qui a gagné. Ils ont appelé Fayoulou pour lui donner des conditions à Bunyama. Fayoulou a dit non, Milina Wina, Gana a gagné. Le peuple congolais m'a choisi. Vous, vous êtes qui? Pour me donner des conditions, c'est-à-dire ma victoire. Le choix du peuple congolais, ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire le peuple congolais m'a choisi en vain. Je ne dois pas satisfaire, servir le peuple congolais qui m'a choisi dans une coalition de l'opposition, bien sûr. Je dois vous servir, vous, les forces extérieures. Non, ça sera impossible. À quoi servira ma présidence qui n'aura pas de pouvoir? Fayoulou leur a dit comme ça. Je gagne les élections, vous m'appelez pour me donner des conditions à l'ambassade des États-Unis avec Kabila à la ferme de Kingakati
pour me faire signer des bêtises, que je sois un président pantin, hein, un président épouvantail, alors je ne peux pas servir le peuple congolais. Il fallait la refuser. C'est ainsi que l'ambassade des États-Unis, Michael Pompeo, qui était secrétaire d'État, a téléphoné à Michael Hammer en complicité avec la MONUSCO, la mafia des Américains, le bras armé des États-Unis sous forme de l'ONU, avec Kabila. Ils ont mis un plan. Kabila avait trop de péchés avec les kabylistes. Et l'Amérique a dit, je vais fermer les yeux sur vos péchés. Vous avez tellement pillé le Congo, spécialement le Katanga. Vous avez pillé les minéraux. Vous avez hypothéqué beaucoup de mines du Katanga. Vous êtes devenus tous millionnaires. Nous allons fermer les yeux à condition que vous nous laissez aussi prendre les minéraux. Kabila a dit oui. Vous promettez de ne pas me poursuivre pour beaucoup de crimes. L'Amérique a dit on va fermer les yeux. C'est pour cela que nous sommes ici. Mike Pompeo a rassuré Kabila à travers son ambassadeur Michael Hammer. Ainsi, tous ceux qui ont pris part à la messe noire le 8 janvier 2019 dans la ferme de Kingakati, c'était des hibous, banfouifoui, parmi lesquels John Onombiarko a parlé, Delphin Kayembiarko a parlé. Hein? Beaucoup de vos généraux, ils étaient là, les vendeurs de la République. Leo bana fungula mumbanga, banataka miambia vile Tshisekedi abekula anatokea. Dit, mulande wantu wengine. Vous me bousculez, aigle d'écologie. Attaquez Tshisekedi. Moi, je mourmouais capable. Moi, j'ai déjà dit tout ce qu'il faut dire. N'a décrit le régime à Tshisekedi. Yote, pas. À partir du jour où Tshisekedi prêtait serment, moi, j'avais les documents de l'Ouganda, Minasoma. J'ai lu même un article très intéressant. Pourquoi Washington a laissé passer une élection truquée au Congo. Article écrit par un diplomate et puis professeur d'université américain qui a interrogé presque toutes les institutions de la planète Terre. Pourquoi à moitié Congolais Inchiyabo? Pourquoi vous avez encore arraché le contrôle du Congo des mains du peuple congolais qui ont voté pour Fayoulou? Donc vous n'aimez pas le peuple congolais. Donc c'est vous qui êtes à la base des malheurs du peuple congolais. Ce professeur-là a cité le nom des complices, parmi lesquels Kabila, Tshisekedi, Paul Kagame, Yoweri Museveni, les Américains. Katumbi était à l'extérieur. Il disait le langage de l'opposition. C'est Fayoulou qui a gagné. Souvenez-vous, il y a eu même la fabrication de quoi? La prolongation de l'Amouka. L'Amouka qui était une plateforme mise en place pour les besoins de la cause seulement des élections. Après les élections, l'Amouka allait mourir de sa belle mort. Mais comme les élections étaient truquées, le besoin du combat, d'une lutte de l'opposition était resté en place. Donc l'Amouka ne devait pas mourir comme ça. L'Amouka devait rassembler tous les opposants honnêtes qui ont été dupés par le système de Kingakati. Ainsi Katumbi était resté dans l'Amouka, Fayoulou, Adolphe Muzitu, etc., etc. Et regardez la suite. Qui a quitté l'Amouka? Ce n'est pas Katumbi le premier. Katumbi a quitté l'Amouka pourquoi? Parce qu'il était en contact avec le régime de Tshisekedi. On lui promettait de revenir au Congo, de cesser ce combat. On va lui laisser ses sociétés. Ce que Kabila a arraché. Le régime de Tshisekedi a promis de lui remettre ses sociétés. Et de fermer les yeux sur ces mafias. Même s'il ne paie pas les impôts, les travailleurs, tout ça. Le régime de Tshisekedi va fermer les yeux. À condition que Katumbi aussi ferme sa bouche. C'est-à-dire qu'il regarde le mal du régime Tshisekedi et qu'il ferme sa grande bouche. Et qu'il diminue ses ardeurs de vouloir devenir le président du Congo. Mais tu peux tromper le peuple katangais, le peuple congolais que Chaman a posé candidature.
le peuple c'est comme un enfant, balandelande et tout, mais le bitenda. Laissez-nous continuer notre jeu. La preuve en est que MCK ne paye pas ses travailleurs. Avez-vous déjà vu la justice congolaise bousculer Moïse Katumbi? Le régime Tshisekedi? Non. Jules Alinguete est empêtré aussi dans la mafia. Le plus grand voleur de tous les temps, c'est Jules Alinguete. Il fait semblant d'aller arrêter d'autres personnes, alors il est parmi les grands mafieux lui-même. Avez-vous déjà vu Jules Alinguete aller chez Moïse Katumbi malgré les pleurs de 3000 travailleurs maintenant de MCK? Et vous allez nous présenter Moïse Katumbi à Maboko Pembe, à Ibake, de Muntoro Muzuri? Non! C'est la mafia. La politique du Congo, c'est la mafia. Les gangsters sont en train de se partager vos richesses sous votre barbe et vous obliger à applaudir. Quand tu viens de Kalapale, quelques jours avant son retour au pays, tout était clair. Il était interviewé par France 24 et RFI. Tout était clair. Tu ne rentres pas pour la politique, le pays est miné, tu n'auras pas de marge de manœuvre pour faire quoi que ce soit. Cette opposition républicaine que tu es en train de nous chanter ici ne marchera pas. Le Congo n'est pas démocratique, le Congo est dans les mains des gangsters, de Kingakati. Point barre. La constitution a été jetée dans la poubelle. Ce sont les accords de Kingakati qui vont gérer le Congo. Et Kabila, c'est ton ennemi. Même si Tshisekedi te rappelle en tant qu'ami. Or, c'est lui qui a manipulé pour que Tshisekedi arrive au pouvoir, c'est Kabila. Donc tu vas rentrer dans un système contrôlé d'une manière ou d'une autre par Joseph Kabila. C'est-à-dire, tu vas supporter. Est-ce que Félix aura toutes les manœuvres, la marge de manœuvre pour t'aider, pendant que Kabila et l'FCC, qui sont tes ennemis, qui t'ont mis dehors, sont là? Est-ce que tu vas bien exercer ton opposition là-bas républicaine? Katumbi a avalé sa langue. Et la conclusion était quoi? Tous les journalistes ont dit, tes détracteurs disent clairement que tu ne rentres pas pour faire la politique. Tu rentres, c'est pour sécuriser tes sociétés minières. Tu as déjà reçu la parole d'honneur de Félix Tshisekedi. Oh, oublions le passé. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Moïse Katumbi, donc toi, tu veux dire que Fayoulou n'a pas gagné les élections? Oublions ces histoires là-bas. Nous devons tourner la page. Tournons la page. Les Blancs ont dit, tourner la page, tu es sûr? Katumbi, tu veux tourner la page? Acté. Donc, tu finis le combat de la Mouka. Fayoulou, tu le laisses tomber. Donc, c'est fini. Tu tournes la page, tu deviens tshisekidiste. Moi, j'ai fait des vidéos. Je vous ai clairement dit que c'est à partir de ce jour-là que j'ai vu que Moïse Katumbi, c'était un escroc, un aventurier de mauvais goût qui ne foutra rien au Congo. Ce sont les exploitants du bonheur des Katangais en particulier et des Congolais en général. Tout me donne raison. Rien ne marche au Katanga. Le Congo est hypothéqué, mais le Katanga est 2 fois hypothéqué par Kabila, Katumbi et les politiciens mafieux. La preuve en est que on a le problème de MCK. Katumbi est revenu, il a donné tous ses députés à Félix Tshilombo, qui sont devenus même des députés de votre mouvement là-bas, Union Sacrée pour la Nation, et d'autres ont été nommés comme ministres, d'autres même se sont même rebellés contre Moïse Katumbi, tels que les Mouindo Zangi, blablabla, tout ça. Katumbi est resté là-bas. Il a signé d'autres accords secrets avec le régime en place. Et Katumbi ne parle plus. Il doit se taire. Il est silencieux, en train de vous mentir, blablabla. Les vendeurs du Katanga et du Congo. Regardez la situation dans laquelle le Katanga se trouve. C'est une province sans autorité, sans modèle. C'est devenu un champ d'exploitation de tout le monde. Donc ils ont rendu le Katanga comme une province de tout le monde.
une province qui n'a pas d'autochtones, qui est une province cosmopolitaine, là où tout le monde peut venir, est, ouest, nord, sud, la ruée vers l'or, hein, la ruée vers les minéraux, point barre. Si tu essaies de te lamenter, de poser la question tribaliste, xénophobe, on doit t'arrêter, te manipuler, on doit t'enfermer. La complicité de Kabila et Katumbi. Et le MCK est là-bas, en train de faire souffrir les travailleurs. Ça fait partie des deals, des accords. Une société empêtrée dans la mafia qu'il fallait traîner devant les cours et tribunaux pour voir clair dans cette mafia à la Katumbi. Mais Katumbi a été trop malin. Il a vendu son pouvoir au régime actuel en échange de quoi? Ne me poursuivez pas, laissez ma société là-bas. Alors, qui sont les victimes? Les travailleurs de MCK. C'est pour cela que nous vous disons, travailleurs de MCK, organisez-vous, faites vos listes, vos noms, sexe, ancienneté, vous travaillez dans quel, ou bien vous travailliez dans le passé, ou bien si vous êtes encore au boulot, vous travaillez dans quel département de MCK, votre salaire mensuel, votre salaire annuel, tout ça. Donnez-nous, nous allons frapper à d'autres portes sur le plan international. Parce que vous n'allez pas nous dire que ce qui est en train d'arriver contre les travailleurs de Moïse Katumbi MCK doit rester comme ça éternellement. Personne ne va payer, non. Tout le monde est en train de regarder, mais personne ne veut payer. Vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a pas de responsable qui doit payer. Les responsables sont là. Mais comme c'est dans un système de mafia, comprenez. C'est ce qui m'amène même à finir mon exposé d'aujourd'hui avec le titre de mon émission. La jeunesse kenyane peut-elle inspirer la jeunesse congolaise? La jeunesse kenyane peut-elle inspirer les jeunes Congolais? Regardez ce qui s'est passé au Kenya. Ça inspire déjà d'autres jeunes. Je lisais un article avant de commencer cette émission, là où on dit probablement la contagion va se transférer dans d'autres pays. Au Ghana, et le problème d'inflation aussi. Au Nigeria, au Zimbabwe, en Zambie, et beaucoup d'autres pays sont déjà sur le qui-vive. Parce que les jeunes du Kenya ont essayé, ils ont réussi leur coup du siècle. 3 jeunes. La génération Z, Gen Z, Generation Z, c'est la génération Z, composée des jeunes gens nés entre 1990 et 2006. Donc ce sont les petits qui jouent avec les réseaux sociaux, qui sont sur Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok. Ils s'informent, ils connaissent réellement ce qui se passe dans leur pays. Ainsi, ils ont connu la vraie source du problème. Contrairement aux jeunes Congolais qu'on est en train de manipuler nuit et jour par les politiciens, les jeunes du Kenya sont informés. Ainsi, ils ont su que la source du problème, c'est quoi? C'est le régime actuel du président William Ruto. Ruto s'est présenté comme l'ami des pauvres. C'est-à-dire, il n'appartient pas à des familles illustres du Kenya, des grandes familles qui, juste après l'indépendance, se sont appropriées le Kenya. Non, comme la famille Kenyatta. Hein, le papa Jomo Kenyatta, père de l'indépendance, il a travaillé avec des Daniel Arap Moi, beaucoup de gens là-bas, jusqu'à ce que le petit Kenyatta, Uhuru Kenyatta, est devenu président, tout ça. Ça, ce sont des familles préétablies déjà. Les familles qui ont un nom, une influence, des richesses. Donc c'est facile si tu fais partie de ces familles là-bas. Là, tu as beaucoup de probabilités de devenir président du Kenya. Mais William Ruto vient d'une famille qui n'a pas de nom, qui n'a pas de griffe. Mais il n'est pas pauvre.
il s'est créé lui-même. Il est devenu millionnaire par lui-même. Il a commencé ses affaires là-bas, il a vendu ceci, cela. Il a même ouvert une église, une grande église. À partir de cette église là-bas, il a commencé à recevoir les dons venant du monde entier. Et il a su comment manipuler ces dons là-bas. Et il est devenu riche. Ainsi, c'est un riche qui s'est façonné lui-même. Un millionnaire qui s'est façonné lui-même. Ce qu'on appelle en anglais un self-made millionnaire. Alors, le problème qui a touché les jeunes Kenyans, c'est que pendant les campagnes, Ruto s'était présenté comme celui qui allait venir secourir les pauvres Kenyans. Parce que lui aussi était un dans le passé et il sait ce que cela veut dire. Mais quand il est devenu président, curieusement, il est entré dans le système oligarchique des familles riches et il a été connecté au monde occidental. La gangrène qui empoisonne la politique et l'économie en Afrique, c'est le monde occidental. Quand vous voyez un président africain être apprécié par les Américains, les Français, les Belges, les Anglais, les Australiens, les Canadiens, etc., posez-vous des questions. Est-il réellement bon ou bien c'est un client qu'ils ont trouvé pour maintenant servir la cause des Occidentaux? Ainsi, William Ruto a pris les rênes de la présidence. Sa plus grande erreur, c'est d'aller... son plus grand erreur, c'est d'aller s'endetter auprès de ces grandes institutions, Fonds monétaire international, les États-Unis d'Amérique. On lui a donné beaucoup d'argent, avec pour motif qu'il viendra injecter dans le système économique du Kenya. Ça va diminuer la dette, créer du boulot, ça va générer beaucoup d'histoires là-bas et sous forme de taxes, les Kenyans qui travailleront en masse commenceront à payer des taxes et ces taxes seront utilisées maintenant pour payer, donc effacer la dette que le régime de William Ruto est allé contracter auprès des créanciers occidentaux et même le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui sont, par principe, les instruments que manipulent les grandes puissances pour faire tomber les économies des pays qu'ils disent du tiers-monde. Ainsi, Ruto a pris l'argent, il n'a pas investi en quoi que ce soit. Ils se sont partagés cet argent entre politiciens, entre personnes d'influence, tout ça. Ils ont acheté des villas, ils ont investi dans leurs histoires personnelles. Alors, cet argent, ce n'était pas un don, un cadeau. Hein? C'était un crédit qu'il fallait rembourser avec pourcentage à partir d'un certain moment. Et quand le moment approchait, et que les créanciers qui avaient donné de l'argent à crédit à Ruto allongeaient déjà leurs mains, M. Ruto n'était pas prêt à rembourser leur argent. Et sous pression de ces mêmes créanciers là-bas, qui sont les Occidentaux, Ruto maintenant empressé a réuni le Congrès, c'est-à-dire le Parlement kenyan, l'Assemblée nationale, et même le Sénat, pour chercher à mettre en place une nouvelle loi de taxation, qui allait commencer à taxer beaucoup d'histoires là-bas, c'est-à-dire utiliser dans les instruments de l'État, après s'être partagé l'argent qu'ils ont pris comme dette de l'extérieur et qu'ils n'ont plus maintenant, qu'ils ne sont plus capables de rembourser parce qu'ils n'ont pas redistribué cet argent avec les Kenyans sous forme de création d'emplois, tout ça. Si beaucoup de personnes travaillent, beaucoup de personnes paieront des taxes et beaucoup de personnes allaient contribuer à repayer cette dette-là. Eux n'ont pas fait ça. Mais ils ont voulu maintenant mettre un système de mafia en place, en taxant des histoires par-ci, par-là, arbitrairement.
Et quand vous regardez très bien, ce sont des histoires de subsistance qui font vivre les pauvres Kenyans qui se battent pour nouer les deux bouts du mois, payer leur loyer, acheter à manger, se faire soigner, le transport et beaucoup de choses. Ainsi, les Kenyans ont commencé à grogner. Ils ont refusé cette histoire, mais comme les politiciens africains sont toujours un peu satanistes à moitié, si pas en entièreté, ils ont voulu forcer cette histoire. C'est ainsi que, voyant que bon, c'est pas Uhuru Kenyatta, William Ruto était dans un état de faiblesse économique devant ses créanciers, alors ils ont commencé à lui donner des sales jobs, les sales boulots, tels que l'envoi des troupes, donc des policiers kenyans, en Haïti, soi-disant pour aller calmer le banditisme qui est là. Il n'avait pas d'autre choix. Au lieu de l'Okambois, prépare un banc. Sois prêt à accepter n'importe quel sale job qu'on va te donner. Ainsi, les Américains l'ont appelé. Ils lui ont réservé un accueil chaleureux sous forme d'amitié qui n'en était pas une. C'était seulement le temps de le rapprocher pour lui dire « Mbongo nabiso zawapi ». Oh, ok, si tu n'as pas le temps de rembourser, alors c'est toi qui iras maintenant en Haïti. Ce qui se passe en Haïti, c'est quoi? Avant qu'un président africain n'accepte d'envoyer ses troupes là-bas, que ce soit militaire ou bien policière, il faut savoir la crise qui est en Haïti, c'est quoi? Le Haïti, c'est un État esclave. Anciennement esclave, pas aujourd'hui. Un État fabriqué par les descendants des esclaves, qui étaient donc sous l'emprise de la France. À un moment donné, les Français ont excellé par leur exploitation des esclaves dans le monde. Ainsi, ils sont allés jeter certains esclaves qui, en majorité, venaient du bassin, du grand bassin du Congo et du Dahomey, qui est le Bénin d'aujourd'hui, pour les amener sur la grande île qu'ils appelaient île d'Hispaniola. C'est là où se trouve la République dominicaine et le Haïti, se partageant une grande île. Les Espagnols ont pris une moitié et les Français une autre. Et les Haïtiens, assoiffés de liberté pendant la période de l'esclavage, se sont organisés autour des leaders tels que Toussaint Louverture, et Jean-Jacques Dessalines. Ils avaient des connaissances militaires. Ils se sont organisés pour apprêter les esclaves haïtiens à une révolution, c'est-à-dire résister l'exploitation des Français et se libérer. Ainsi, il y a eu une guerre. Napoléon Bonaparte a envoyé une grande armée pour tenir les Haïtiens en esclavage. Continuer à les tenir en esclavage. Alors, il y a eu une bonne organisation de Toussaint Louverture et d'un certain Jean-Jacques Dessalines, qui ont organisé militairement les esclaves haïtiens. Et quand l'armée napoléonienne est venue, soi-disant c'est pour mater la révolte, cette armée s'est retrouvée par surprise devant des esclaves haïtiens, bien préparés militairement, qui ont battu à plate couture l'armée française. À partir de là, a commencé la marche vers la libération.
Ainsi, les Haïtiens se sont libérés et ils sont devenus libres. En 1903, si je ne me trompe pas. Ils sont devenus libres en 1904. Et le Haïti est devenu un État libre. Oui, c'est ça, le Haïti est devenu un État libre et cela a jeté vraiment la plus grande honte de l'histoire sur le monde occidental. Et à partir de ce moment-là, les Occidentaux, tous, toutes tendances confondues, ont toujours une dent contre les Haïtiens qui les avaient ridiculisés dans le passé en donnant des claques à une armée bien organisée de la France, armée napoléonienne. Un autre secret qui a fait que les Haïtiens ont gagné cette guerre, car ils ne l'ont pas faite seulement sur le plan militaire ou bien physique. C'était une guerre qui a commencé dans le monde spirituel. Les Haïtiens avaient compris que tu ne peux jamais gagner ton maître, celui qui t'a créé même en Dieu, qui t'a amené un Dieu dans les mallettes diplomatiques et qui t'a donné un système économique, politique. Tu ne peux jamais te libérer de ce système si tu utilises encore même leur Dieu, les principes soi-disant de Dieu, de leur Dieu. C'est fini. C'est eux qui ont inventé leur Dieu. Ce Dieu-là collabore avec eux. Il ne t'entendra jamais. Si tu veux gagner les esclavagistes, viens avec les principes d'un autre Dieu, les secrets d'un autre Dieu que eux ne connaissent pas. Ainsi, tu vas les dribbler et les tenir même en échec. Ainsi, les Haïtiens étaient attachés à la culture de leurs ancêtres, les anciens esclaves, qui était le vaudou. C'était l'animisme. Ils croyaient dans un système animiste de leurs ancêtres. Ils n'étaient pas là pour faire le christianisme et disaient non, ça c'est la religion pour nous duper. Ainsi, le Dieu de leurs ancêtres, a écouté leurs prières et les a aidés. Ils ont gagné ce combat. Ils ont gagné ce combat et ils ont créé l'État haïtien. Alors, comme je vous ai dit, à partir de ce temps-là, le 1er janvier 1804, ils ont proclamé leur indépendance et le conflit a commencé entre le Haïti et le monde occidental. Les Occidentaux sont en train, donc, de faire face à Haïti, de collaborer avec le Haïti dans un système romain qui utilisait les anciens Césars. Quand ils ont vu que la ville de Carthage, qui est Tunisie aujourd'hui, commençait à se développer, à être libre politiquement et même économiquement. Donc Carthage allait détourner l'attention de beaucoup de gens de Rome vers Carthage. Parce que les Romains avaient déjà un principe qui disait « tout chemin mène à Rome ». Donc tout chemin doit mener à Rome. Tout doit aller à Rome, tout doit venir de Rome. Si ça ne va pas à Rome, si ça ne vient pas de Rome, c'est-à-dire on diminue en puissance, il faut détruire ce système-là. Ainsi, en voyant Carthage fleurir, une ville sur ce qui est aujourd'hui la Tunisie, en train de fleurir, de grandir économiquement, Rome a décidé d'aller détruire Carthage. La prospérité de Carthage, sur le plan politique et économique, inquiétait déjà Rome. Alors les Romains ont mis en place un système de destruction de tous ceux qui poussaient autour d'eux, qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ainsi, dans beaucoup de discours de politiciens romains de ce temps-là, on les entendait dire en latin « delenda Carthago, delenda Carthago ». Beaucoup de sénateurs, beaucoup de généraux d'armée, voyant, exprimant leur peur de voir un jour Carthage remplacer Rome, faisaient des discours devant le Sénat et ils concluaient tous par
Delenda Carthago, Delenda Carthago. Il faut détruire Carthage, il faut détruire Carthage. Et ce système est même la fondation de la civilisation occidentale. Les Occidentaux que nous connaissons. Ainsi, voyant le Haïti libre, personnellement, sans aide extérieure, est devenu indépendant le 1er janvier 1804, alors le monde occidental était déterminé à ne jamais laisser les Haïtiens en paix jusqu'à la fin du monde. À chaque tournant historique, ils interviendraient pour casser, détruire le système soit économique, politique, sécuritaire du Haïti. Et cela se justifie à plusieurs tournants historiques. Et c'est ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Ils parachutent des présidents musiciens, des présidents sans expérience. Si ce n'est pas un président dictateur, tel que les tontons Macoute, hein, là-bas, qui ont géré le Haïti d'une manière dictatoriale là-bas, avec la bénédiction de la France. Il y avait des gens qui avaient géré le Haïti, des dictateurs là, qui étaient supportés par la France parce qu'ils étaient dictateurs. Donc la France a aimé ce système, car ça a aidé à la France de sucer les richesses de Haïti. Voilà. Il y a trop de présidents depuis 1804. Voilà, jusqu'à ce qu'on a eu la série de Duvalier. Hein? François Duvalier, qui était président de 1907 à 1971, quand il est mort, son fils Jean-Claude Duvalier a pris le pouvoir. De 1900... Bon, oui, François Duvalier était né en 1907. Il est mort en 1971. Mais il a pris le pouvoir le 22 octobre 1957, jusqu'à ce qu'on l'a mis dehors. Le 21 avril 1971. Je ne sais pas, il est mort. Oui, parce que la fin de son pouvoir coïncide avec sa mort. Donc il était mort au pouvoir. C'est pour cela que dans un putsch là-bas familial, après le règne de François Duvalier, c'est Jean-Claude Duvalier, son fils, qui est devenu président. Les gens qui ont le métissage là-bas. Lui, il a géré le Haïti de avril 1971, donc 71, jusqu'au 6 février 1986. C'était la période de la dictature la plus sombre, sponsorisée, encouragée par la France et beaucoup de pays occidentaux. Donc, vous cherchez un pontin, un saltimbanque, donc quelqu'un qui répond aux besoins de l'Occident pour vous faire souffrir. Vous dépouillez de tout, économiquement, politiquement, pour amener en France et dans le monde occidental. La famille Duvalier a joué ce rôle. Ils ont créé les tontons Macoute. Hein? C'est comme leur maï-maï, qui se promenaient avec des armes et des machettes pour faire taire l'opposition. C'était comme ça. Ainsi, le Haïti, à partir de ce temps-là, a été détruit petit à petit. Et ce qui a suivi, il y a eu un président, Henri Namphy, beaucoup de gens sont passés là-bas, Jean-Bertrand Aristide, un prêtre là-bas qui était très bien, qui voulait reconstruire le Haïti, il a été chassé par l'Amérique. On a laissé José Nerette. Et puis il y a eu Émile Jonassin, René Préval qui est devenu président, Jean-Bertrand Aristide est revenu encore, aimé par le peuple, mais les Blancs ne l'aimaient pas, jusqu'à ce qu'on a eu le musicien Michel Martelly,
qu'on a manipulé. Quand il y a eu même tremblement de terre, la communauté internationale a mis en place de l'argent pour la reconstruction du Haïti. Qui a bouffé cet argent? C'est la famille Clinton qui, ayant ouvert la fondation Clinton, s'est frotté la main disant que les dons pour la reconstruction du Haïti devaient être gérés par la fondation Clinton, mais malheureusement, ils n'ont rien foutu. Clinton a bouffé tout cet argent, le Haïti n'a jamais été reconstruit, et maintenant, au lieu de reconstruire le Haïti, ils ont commencé maintenant à envoyer beaucoup d'armes illégales en Haïti et de la drogue, cocaïne. C'est ça la crise que vous avez aujourd'hui. Le Haïti est devenu la plaque tournante de la vente illicite des armes et de la cocaïne. Ainsi, quand un occidental veut te détruire, c'est ce qu'ils font des autres pays. Il suffit de faire entrer dans votre pays les armes illégales. C'est comme au Congo. On vous fait entrer les armes à travers les M23. Donc, on est en train de vous détruire, vous les Congolais, en créant des milices au Rwanda et en Ouganda. En vous faisant croire que ce sont vos frères, ils veulent se partager le pouvoir avec vous, ils veulent s'asseoir avec vous. Non! Ce sont des Rwandais tout court. Et qui devait mettre fin à cette histoire, cette aventure des Anglo-Saxons et des Rwandais? Les politiciens congolais, mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est ça la crise en Haïti. Les fondateurs, les créateurs de la crise sont en train de regarder comme ça à l'écart. Ils n'envoient pas leurs militaires, car l'Amérique connaît la source de la crise en Haïti. La prolifération des armes de guerre et la drogue, cocaïne. L'Amérique se tient à l'écart. Mais on envoie maintenant un président kényan pour qu'il puisse envoyer les militaires, bon, les policiers kenyans pour finir cette guerre. Les superpuissances fabriquent le chaos en injectant de la drogue, cocaïne et des armes militaires là-bas et on t'envoie toi, président africain, parce que tu t'es endetté, William Ruto, c'est les mêmes blancs. Tu n'as pas de choix. Tu dois accepter tout ce qu'ils vont te dire de faire pour effacer l'ardoise de ta dette. Et en même temps, tu dois faire tuer les enfants kenyans, les policiers, dans l'enfer du Haïti, le bourbier du Haïti. Tu vois? C'est ça la crise dans laquelle se trouve le président Ruto. Il n'a plus d'autres moyens pour rembourser cet argent. Des millions, même 1 milliard, c'est arrivé selon ce que les gens au Kenya disent. L'argent qu'il a emprunté, qui n'a pas bénéficié au Kenya, mais qu'on voulait que les jeunes Kenyans puissent payer. Non, ils ont dit non. Si on vous a toujours laissé le luxe de jouer avec nous, cette fois-ci, nous n'allons pas vous laisser le temps. Ainsi, la jeune génération, qu'on appelle génération Z, composée des jeunes nés entre 1990, c'est-à-dire 1990 et 2006. C'est une génération des Z. Z, c'est la lettre Z, la dernière lettre. Donc, les cadets de la famille. Il y a un autre sens qui dit que, pourquoi est-ce que ces gens-là, on les appelle génération Z? Parce qu'en Swahili Bora, parfois, pour dire apana, on dit Z. Tutaenda, ndiyo, je dis oui. Allons-nous partir? Oui. En Swahili, on dit tutaenda, ndiyo. Kweli bwana, tutaenda. Mais si tu veux dire non, il y a plusieurs façons de dire non. Hapana, hatutaenda nagata. Mais tu peux encore dire zi. Utaenda, zi. Zi, si taenda. Non, minagata. Donc, cette génération zi, c'est aussi dans un autre sens la génération non. Ce n'est plus la génération de béni oui comme au Congo. On voit des gens sur les réseaux sociaux qui chantent pour les politiciens qui les ont appauvris. La jeune génération du Kenya a dit, nous sommes la génération Z. La dernière génération, la lettre Z aussi, et puis la génération de Apana, la génération de non. Vous n'allez pas nous manipuler. Ainsi, ils se sont pris en charge pour aller donner une bonne raclée
à leurs élus du peuple, symbolisés par les parlementaires, députés nationaux. Ils ont pris d'assaut le Parlement, une moitié du Sénat. Ils ont brûlé beaucoup de choses là-bas. Ils ont créé un désordre. Les policiers ont tiré à balles réelles. Et sous pression de toute la République, avec un combat commencé par les enfants, le président William Ruto était obligé de retirer cette loi de taxation magouiste. Il a retiré ça. Donc les jeunes enfants du Kenya ne l'ont pas fait gratuitement. Ils en ont payé de la vie de certains de leurs camarades. Entre 22 et 23 manifestants sont morts. On les a enterrés récemment et aujourd'hui, le 30 juin 1924, ce dimanche, il y a eu marche pacifique au Kenya en mémoire de ceux qui sont tombés comme des héros pour sauver la République des mains des politiciens mafieux. Alors, au Congo, on est en train de faire face à une réalité poignante, horrible, plus horrible que la réalité kenyane. Parce que le Congo est géré aussi par un système de mafia. Un système là où les livres de la loi ne comptent plus. Donc la passation de pouvoir, la gestion de ce pays se fait par code. Donc des gangsters là-bas se retrouvent quelque part, ils ne tiennent plus compte de la Constitution, comme Joseph Kabila dans la ferme de Kingakati, le premier gangster barbu, a mis la Constitution de côté le 8 janvier 2019. Il a appelé Félix Chilombo, qui a quitté l'Imété. Il est allé là-bas en présence de beaucoup de généraux katangais et baswahili de l'Est. Ils ont signé un accord, en présence aussi de 3 présidents étrangers, le président Al-Sisi de l'Égypte, pour couvrir le nord de l'Afrique, le président kenyan Uhuru Kenyatta pour couvrir le centre de l'Afrique, et le président sud-africain Ramaphosa Cyril, c'est pour couvrir la zone australe. Ainsi, Kabila a corrompu beaucoup de présidents pour qu'ils ne puissent jamais laisser le débat avoir lieu et la pression tenir contre Kabila. Même au niveau de la SADC, c'est le président sud-africain qui est chargé de temporiser les présidents de la SADC. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, selon d'autres informations, ont des concessions minières au Katanga. Donc Kabila, pour se protéger, lui, sa mafia, les richesses qu'il a réussi à emmagasiner avec les kabylistes, toutes tendances confondues. Alors, pour éviter d'être arrêté, il est devenu sénateur à vie, il s'est créé une sorte de costume sénatorial à vie, protection à vie. Alors, il a fait entrer dans le jeu beaucoup de présidents de l'Afrique australe, membres de la SADC, en leur octroyant des bénéfices au Congo. Leurs pays peuvent amener des sociétés, soit publiques, ou bien leurs sociétés privées, eux les gens du pouvoir, pour bénéficier de la manne du Katanga. Et en échange, faites tout pour ne pas me faire pression sur les désordres que je venais d'installer au Congo en violant la Constitution et en installant le régime de Tshisekedi. Ainsi, regardez le comportement des présidents de la SADC. Tous sont calmes. Kenya, Nairobi, on a même réussi à prendre le Congo pour l'enfoncer dans le système des États d'Afrique australe. Nous n'appartenons pas à l'est du Congo, nous appartenons au centre. C'est nous qui allions même être comme un soleil au centre de l'Afrique, qui allait éclairer même les 9 petits voisins qui nous entourent. Mais regardez, par manque de leadership, manque de bonne volonté, on est toujours là, en train de travailler dans un système de mafia internationale. Donc, accepté par les mafiosi sur terrain au Congo, le Congo est devenu un éléphant faible qu'on tire dans toutes les organisations sous-régionales
par des politiciens, soit de l'Afrique australe, Afrique de l'Est, Afrique centrale, avec la bénédiction de la mafia politique du Congo pour aller le sucer. Le Congo est sucé de partout et ceux qui bénéficient, c'est ceux qui gardent le pouvoir et qui ont signé un pacte de non-poursuite. Personne ne poursuivra personne en justice, quel que soit le degré, la quantité ou bien même la couleur de ces crimes, que ce soit des crimes politiques, économiques, crimes de sang et autres crimes, tels que stipulés dans les accords de Kingagati. Donc le pays est déjà hypothéqué. C'est ce qui est en train de se passer. Mais les jeunes du Kenya n'ont pas voulu voir en leurs dirigeants des modèles, car ils ont connu le problème. Ils ont su qui est leur ami et qui est leur ennemi, et qu'est-ce qu'il fallait faire, quand est-ce que le faire, comment le faire, avec qui et pourquoi le faire. Ce sont des questions que la jeunesse congolaise doit se poser. Au lieu de demander chaque fois, vous parlez, bolobaka, solution nini vous proposez kabiso, vous proposez biso, munasema ka, eglo onasema, on a tout proposé solution gani. Hein? Tu parles là-bas, tu nous proposes quelle solution? Non, les enfants du Kenya ne sont pas allés chercher la solution dehors. Car il y a un principe psychologique, même métaphysique, spirituel, qui nous dit quoi? Avant que tu ne puisses finir de formuler ta question, la réponse est déjà dans ta question. C'est-à-dire, pas le tout, on a fungula mbanga yako jwa kujiuliza, maulizo fulani jwa kintu kimoja hivi. Avant umalize kujiuliza, jibu deja yako paka pale ndani ya ulizo yako. Ofunguli monoko nayo, ofungoli monoko nayo, ubandi komituna ba question. Pour un problème tel ou tel namboka na yo. La sagesse nous dit, tango funguli monoko na yo, avant même au kanga monoko na yo, avant même aussi lisako se poser ba question, aussi lisako mituna, mituni na yo, automatiquement, réponse, et ça na mesa. Ces questions seulement à la namisu, kotala, ozo mona, kotala na kumona. Otali, ozo tala malamu, est-ce que ozo mona? Oko nangaria bien. Est-ce que oko naona? Tu es en train de regarder, est-ce que tu es en train de voir? La réponse se trouve toujours dans la question. C'est question de se calmer, de ne pas trop s'agiter, de regarder dans la question et de regarder autour de toi qui t'aide, qui est en train de t'aider, qui n'est pas en train de t'aider, qui est en train de te mentir et qui n'est pas en train de te mentir. Tu vas comparer tes trouvailles avec quoi? Avec ce qui se passe sur le terrain. Ce qu'on nous présente comme réalité, est-ce que ça nous aide à quoi, nous, au Katanga particulièrement, et dans le reste du Congo? Ça nous aide en rien. Donc c'est une fausse réalité. Le système qu'on est en train de nous forcer d'accepter, ça nous a bénéficié en quoi? Nous les Congolais, ça nous a créé du boulot, ça nous a créé des écoles, ça nous a multiplié le nombre de villes, ça nous a donné l'eau potable, l'électricité. Non. Donc c'est un mauvais système. C'est du mensonge. Les élections que nous organisons, est-ce que ça nous bénéficie, nous? Non. Ça ne nous bénéficie pas. Ça bénéficie aux étrangers. Et à une poignée de Congolais qui est en train de jouer pour le compte des étrangers. La réponse est là-bas. Tu veux maintenant faire quoi? Si après beaucoup d'années, 30 ans d'expérience depuis la mort de Laurent Désiré Kabila, vos politiciens, toutes tendances confondues, continuent à vous prouver qu'ils ne sont pas là pour vous. Alors vous attendez que le secours viendra d'où? Faites comme les enfants du Kenya. Laurent Désiré Kabila le disait, organisez-vous en groupe de défense populaire. Organisez-vous et de vous plaindre. Le combat sera long et populaire, Kabila Rissemaka. Pourquoi a-t-il dit ça? C'est-à-dire, jusqu'au jour où vous allez comprendre que ce combat du Congo,
Ce n'est pas le combat qu'il faut laisser à un individu, un groupe d'individus, aux politiciens, aux économistes, aux riches familles telles. Non. C'est un combat national. Ça nous regarde nous tous. Jusqu'à ce que nous allons nous organiser en groupe d'autodéfense populaire nous-mêmes. Et combattre les ennemis de l'intérieur tout comme de l'extérieur. C'est quand nous allons gagner ce combat. S'il n'y a pas ça, nous attendrons longtemps. Donc je pense que l'exemple de la jeunesse kenyane peut inspirer les jeunes du Congo. Les Kenyans mangent le même foufou que vous, les mêmes condiments, ils boivent le même thé, même vin que vous. Donc, si les jeunes là ont réussi à faire ce qu'ils ont fait, à faire reculer donc les tout-puissants du régime, c'est-à-dire, ça ne va pas du côté du régime, et les enfants ont prouvé qu'ils ont raison. Les enfants ont prouvé qu'ils ont raison, et ils commencent à maîtriser le terrain. Ainsi, ils ont reçu beaucoup de félicitations venant des quatre coins de la terre. Donc, ils ont sauvé la République, ils ont sauvé leur papa. Leur papa qui avait un système de raisonnement archaïque, qui pensait comme dans les années 60-70. Les jeunes sont venus avec des... Non, nous sommes la génération de TikTok. Génération de YouTube, de Facebook, de WhatsApp. Nous sommes exposés aux réseaux sociaux qu'on appelle en anglais social media. Nous sommes exposés à beaucoup de sources de recherche et de trouvailles de vraies réponses à nos problèmes. Nous sommes exposés à un moyen de communication que tu peux utiliser d'une manière fantastique. Au lieu de t'étourdir dans beaucoup d'histoires comme les Congolais sont dans des distractions des églises, pasteur a dit, sa femme est morte, oh bakatakatanga banasema, oh nini tout ça, tufanye hivi ndio tapata solution, Kabila qu'il rentre, John Numbi, oh notre fils, distraction. Les jeunes Kenyans ont compris qu'ils sont en train de vivre à l'ère de l'électronique et surtout de l'intelligence artificielle. Les choses commencent à devenir trop intelligentes autour de nous. Si nous ne faisons pas attention, ces choses-là vont nous remplacer. Et les dictateurs vont commencer à utiliser ces choses-là pour nous effrayer et nous cacher sous la table. Ainsi, je peux conclure de cette façon que la jeunesse du Kenya a fait un acte louable. Ce n'est pas facile, mais c'était utile et nécessaire. C'était pour sauvegarder donc l'unité nationale, le pays même. Les enfants du Kenya ont sauvé leurs adultes. Ils ont prouvé qu'ils sont à la hauteur, qu'ils sont une jeunesse responsable et qu'ils peuvent prendre le relais de leur pays et tenir tête à tout celui qui viendra, soit de l'intérieur du Kenya, même de l'extérieur, pour mettre en place un système d'appauvrissement du peuple kenyan, les jeunes, et un système de manipulation économico-politique, même socio-culturelle, non. Les Kenyans ont prouvé aux yeux du monde que tout est possible. Là où les adultes corrompus échouent, les jeunes, alertes, intelligents, sages, souples, malins, je veux dire, peuvent réussir. Ils ont prouvé à la face du monde que les députés ne sont que députés s'ils nous servent. On leur doit du respect, pas de la crainte. On doit les respecter parce qu'on les a choisis et qu'ils sont là pour nous représenter. Mais s'ils ne jouent pas leur rôle, une fois, deux fois,
3 fois, comme les Français disent, une fois ça passe, 2 fois ça lasse, s'ils ne comprennent pas, et 3 fois ça casse. Il faut les mettre dehors. Ainsi, les enfants du Kenya ont fait leur devoir. Et on nous dit aujourd'hui, ils sont en train d'inspirer d'autres pays qui sont dans des difficultés économiques, tels que le Ghana, le Zimbabwe, même la Zambie d'en face. Les Zambiens sont dans des problèmes. Leur président aussi est en train d'être amadoué par les Américains. Vous l'avez vu signer avec le président Félix Tshisekedi un accord pour l'extraction et le transport du lithium de Manono en Zambie pour le raffinement. Chose décidée par 2 ou 3 individus. Décision qui n'est même pas passée devant le Parlement provincial même du Tanganyika, même du Haut-Lomami. Vous voyez. Donc des décisions prises comme ça en dehors du système, sans même informer le gouvernement congolais, le Sénat à Kinshasa, ni même le Parlement, l'Assemblée nationale. Donc, le lieu où il y a le siège des députés nationaux. Donc, comprenez, quand les gens font des deals, des minéraux les plus riches de la Zambie et du Congo, qu'on appelle aujourd'hui les minéraux stratégiques, qui, si vous ne les contrôlez pas, vous serez dans des problèmes, vous serez contrôlé par des forces extérieures, et c'est ce qui est en train d'arriver en République démocratique du Congo. Le président zambien aussi est dans des sales draps. Il y a eu sécheresse, car les caisses de l'État étaient restées vides. Vides de maïs et vides même d'argent. Il est aussi allé s'endetter. Je ne sais pas, 1,8 milliard de dollars américains. 1 milliard, je ne sais pas, 8. Regardez, en Zambie, il n'y a rien. Et leur président, c'est un homme d'affaires aussi, comme William Ruto. On soupçonne qu'il a déjà investi cet argent dans ses histoires privées, car l'économie de la Zambie est faible. Regardez maintenant le comportement, les comportements pluriels du président zambien. Il est devenu trop agressif, nerveux et allergique à toute critique. Il pense que tout le monde le déteste, tout le monde en veut, tout le monde lui en veut. Or, ce n'est pas ça. Au Zimbabwe aussi, c'est la dictature. La famille présidentielle est trempée dans la mafia de l'or du Zimbabwe. Al Jazeera a montré ça. Au Congo, n'en parlons pas. Congo-Brazzaville, c'est la mafia des Français. Denis Sassou Nguesso, prêt même à vendre des terres des Congolais de Brazzaville au détriment des Congolais de Brazzaville pour plaire au système anglo-saxon qui demande à ce qu'on puisse leur donner des terres, soi-disant pour exploitation. Or, ce serait des domaines ou bien un domaine privé, là où les fauteurs de troubles feront entrer des armes pour déstabiliser la République démocratique du Congo, car c'est le pays qui est visé. Donc c'est un peu ça. Chers frères et sœurs congolais, on a beaucoup de choses à vous raconter. Je pense que je m'arrête par ici. La solution, jeunes Congolais, allez la chercher au Kenya. Suivez les émissions de Kenya, les informations, comment ils ont commencé,
vous allez voir que c'est la seule solution. Et à plusieurs occasions, je vous ai déjà dit que le jour où le peuple congolais comprendra qu'il ne faut pas laisser les politiciens manipulateurs, menteurs et pillards, donc prendre le peuple congolais en otage, c'est-à-dire vous faire croire que sans eux, vous ne ferez rien. Sans eux, rien ne marchera. C'est une grosse erreur. Donc, il faut vous prendre en charge. Personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable, chers frères et sœurs congolais, et surtout jeunesse. Au lieu de vous plaindre qu'on vienne vous donner des conseils, tout ça, allez en ligne, suivez comment les gens du Kenya, les jeunes utilisent l'Internet d'une bonne manière. Au Kenya, il y a beaucoup d'activités que les jeunes ont eux-mêmes créées électroniquement pour vivre et survivre. Alors pourquoi pas le Congo? C'est ça, je pense, je m'arrête par ici. Jeunes Congolais, la balle est dans votre camp. Méditez très bien et sachez que personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra à votre secours si vous n'êtes pas prêt vous-même à vous sauver, à vous battre pour votre avenir. Même la Bible nous dit, et Jésus dit au boiteux qui est là, lève-toi et marche. Les enfants d'Israël, à un moment donné, aimaient les miracles, jusqu'à ce que leur Dieu leur a dit, si j'ai fait des miracles non-stop, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Je vous ai rencontré en Égypte, en tant qu'esclave, vous ne me connaissiez pas, que c'était moi le Dieu de vos ancêtres. Il fallait qu'on se connaisse un peu, pour que vous puissiez avoir peur de moi, me respecter, et respecter tout ce que je vous dis, vous montrer que je n'ai pas de limite. Je peux vous faire tout le bien, je peux vous aider en quoi que ce soit, j'en suis capable, même si je ne le fais pas. C'est pour cela que je venais devant vous en forme de miracle et je produisais trop de miracles. C'est pour vous attirer, vous enseigner l'art de la cohabitation avec votre Dieu. Et maintenant, cette période est révolue. Vous me connaissez assez, je peux tout faire. Je peux bâtir ou bien détruire. Ayez seulement confiance en moi. Allez combattre votre guerre. Priez-moi. Laissez-moi vos vœux. Mais n'attendez pas que je puisse le faire comme je le faisais dans le passé pour vous. Après la prière, organisez-vous intellectuellement, militairement, tout ça. Préparez-vous. Allez vous battre. Après la prière. Et regardez si je vais vous abandonner. Et à plusieurs reprises, c'est prouvable selon les versets bibliques que leur Dieu ne les abandonnait pas. Le Dieu de leur père ne les abandonnait pas. Il tenait à ses promesses et chaque fois qu'il respectait la volonté de Dieu et qu'il se battait dans l'esprit de Dieu, il gagnait tous les combats, que ce soit les combats militaires, physiques ou bien spirituels. C'est comme ça. Congolais aussi ne dormaient pas. D'autres exemples dans la Bible, Dieu recommandait aux Juifs d'aller se battre et il demandait aux sacrificateurs de prendre l'arche, comme ça. Et chaque fois qu'ils avaient l'arche, ils devaient gagner. Et Moïse devait avoir les bras levés comme ça. Et aussi longtemps que Moïse, le guide de la population juive, restait les mains, les bras en l'air comme ça. Le combat entre la nation d'Israël et les autres peuples tournait à l'avantage d'Israël. Et quand on voit que Moïse était fatigué toute la journée à lever les mains, les Juifs, les Israélites venaient soutenir ses mains. Quand Moïse était fatigué et qu'il rabaissait les mains, le combat commençait à tourner à l'avantage des ennemis d'Israël. Ainsi, ils ont trouvé un truc. Eux-mêmes ont créé la créativité. Nous pouvons tenir les mains de notre
les bras de notre leader spirituel. Car c'était un combat qui commençait dans le monde spirituel. Allez Moïse, Trogbamba Mikon. Allez, Twende. Et Israël gagnait. Créativité. Dieu n'abandonne jamais ses enfants qui se battent pour la justice. Ainsi, jeunesse congolaise en général, réveillez-vous, changez votre conception, votre façon de voir les choses. Si la solution ne vient pas de vos leaders, regardez-les 2, 3, 4 fois. Et tout nous montre au Congo que le système qui est là n'est pas démocratique. C'est un système de gangsters, un système de passe-passe, des deals, des signatures, des accords. Tu me gratines le dos, je te gratine le dos. Tu ne me fais pas arrêter, tu auras accès au minerai de Kambove. Si tu m'aides à tuer l'opposition, moi je vais te donner les carrières minières de tel. C'est comme ça que ça se fait au Congo. C'est dans le même jeu que Corneille Nangaa a aussi truqué les élections. Kabila l'a payé. Kabila a donné toute la région du Haut-Ouélé à Corneille Nangaa. Corneille Nangaa était bien, devenu milliardaire. Les lingots d'or sortaient, on vous a dit chaque fois, à travers le Soudan, le Sud-Soudan ou bien l'Ouganda, pour aller au Moyen-Orient. Ainsi, Corneille Nangaa comptait parmi les riches. Aujourd'hui, regardez, il est en train de sortir pour vouloir nous donner des leçons que ce qu'il a fait, c'était bien. Lui, il devient maintenant un justicier, un libérateur du peuple congolais. Tout en sachant bien que le rôle qu'on lui avait donné en tant que président de la CENI, ce n'était pas de jeter la constitution dans la poubelle de Kingakati, ou bien de ne pas suivre les résultats vrais. C'était de respecter le choix du peuple congolais. Lui ne l'a pas fait. Et ils se sont partagés des mines. Et le combat aujourd'hui, c'est quoi? C'est Tour de Babel. Les amis d'hier sont devenus des ennemis aujourd'hui. Et Corneille Nangaa s'est vu arracher ses mines. Parce qu'on a vu en lui un danger pour la République. Il entraînait déjà des milices en secret et il se préparait déjà à quelque chose. Parce que c'est un partenaire. Il avait pris part à la signature du 8 janvier 2019 dans la ferme de Kingakati sur l'hypothèque du Congo et des Congolais. Alors, c'était des comptes à rendre entre eux. Le marché des dupes était là. Personne ne respecte personne. Tout le monde trompe tout le monde. Tout le monde veut affaiblir tout le monde. Et c'est ce qui fait que Corneille Nangaa est obligé d'être mis dehors, hors d'état de nuire. Et maintenant, il parle au nom du peuple congolais comme si c'était un libérateur. Non, ça c'est faux. C'est un combat interne. Ah, je m'arrête par ici. Jeunesse congolaise, la balle est dans votre camp. Que Dieu vous bénisse. À prendre ou à laisser. Bye.